professeure associée et membre distingué de l'UBC Sauder, ainsi que co-directrice du Centre pour la justice climatique. Bonjour, je suis donc ici très contente de pouvoir me joindre à ce réseau d'action climat dans ce temps de mouvement politique très mouvementé. Et nous sommes ici au centre où est-ce que nous nous concentrons vraiment à faire avancer toutes les crises sociales, politiques, économiques. Nous avons fait des recherches avec nos communautés. Je vais aussi parler que nous sommes en train de planifier en avril. Et ce livre de Naomi, écrit en 2007 et qui revient dans la liste des meilleurs vendeurs, des best-sellers. Et en avril, le 26 avril, on va être à Vancouver, donc pour nous préparer à ce qui s'en vient. Alors, vous pouvez regarder dans notre site web pour avoir les dernières nouvelles. Et c'est vraiment pour moi une joie d'être avec les autres panélistes parce que c'est vraiment un temps pour se mobiliser, pour prendre action et vraiment nous concentrer à protéger les personnes les plus vulnérables. Et cela inclut aussi la nature et l'environnement. Merci. Bon, mon micro. Merci beaucoup, Carole. Donc, on va commencer avec l'introduction. C'est une belle introduction de nos panélistes. Je sais que plusieurs personnes se demandent si ça va être enregistré. Oui, c'est enregistré. C'est même diffusé en direct, donc vous allez avoir l'accès dans les prochains jours. Parfait. Donc, nous allons maintenant présenter nos panélistes. Nous avons Saïd Hassan, qui est directeur exécutif de l'Alliance des travailleurs migrants pour le changement et porte-parole du réseau des droits des migrants. Il vient de Toronto, se connecte de Toronto. On a Naomi Klein, qui est journaliste primée, une chroniqueuse et l'auteur de 9 livres publiés dans plus de 35 langues, dont la doctrine du choc, dont nous parlons aujourd'hui. Elle est professeure honoraire des médias et de climat à l'Université Rogers et professeure associée de géographie à l'Université de la Colombie-Britannique, où elle est co-directrice fondatrice du Centre pour la justice climatique de l'université. Mélina Laboucan-Massimo travaille sur la justice climatique, la souveraineté autochtone et les droits des femmes depuis plus de 20 ans. Mélina, originaire du nord de l'Alberta au Canada, elle est fondatrice et directrice exécutive de Sacred Earth Solar et cofondatrice d'Indigenous Climate Action. Et nous avons un invité surprise. Donc, nous allons débuter. Beaucoup de choses qu'on veut couvrir. Nous avons seulement 1 heure, donc un public très actif, beaucoup de personnes, beaucoup de questions. Donc, commençons en pensant que à réfléchir sur ces dernières années où nous sommes passés d'une crise à l'autre. Pendant ce temps, nous avons assisté à une poussée de la droite et les profits des entreprises se concentrent dans les mains d'un tout petit nombre. Et avec cette nouvelle guerre tarifaire et Donald Trump avec ses oligarques au pouvoir, nous sommes confrontés à une multitude de chocs. Les gens ont peur, c'est difficile de savoir comment réagir. Alors, on va commencer avec Naomi, voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire à ce sujet. Merci beaucoup, Alex, Carol. J'en ai Lina, très contente d'être en conversation avec vous tous et reconnaissante avec les organisateurs. C'est vraiment un beau panel. Je vois 655 personnes sur Zoom et d'autres personnes qui suivent autrement. Les gens ont faim pour ce genre de rencontres et je suis vraiment reconnaissante à tous les organisateurs de créer cet espace. Je pense qu'on a besoin de plus de ça et c'est ce qui est à mon esprit, pour être honnête, et très reconnaissante d'être en conversation avec vous. Je suis, donc c'est intéressant parce que
j'étais en train de penser qu'est-ce que la doctrine choc ne nous prépare pas en ce moment. Il y a beaucoup de choses euh, qui sont en jeu. Tout ce que Elon Musk est en train de faire, ce coup corporatif. Les- donc, tout ce qui se passe, on parle des Chicago Boys au Chili, Berkeley Mafia en Indonésie. Donc, vraiment, c'est euh, aussi qu'est-ce qu'on a perdu en Irak après l'invasion. Alors, je pense qu'il y a toute une suite de chocs, mais il y a une familiarité qui peut assombrir ce qui est nouveau. Donc, ces moments de choc, c'est là où est-ce qu'on peut euh, en faire part. Nous avons la version canadienne qui est la doctrine après choc. Donc, on va retrouver Trump en faisant la même chose que Trump fait. Et je suis sûre que Melina Hassan ont plein d'exemples. Donc, tout ce qui se passe aux frontières, ce n'est pas facile. Mais quand je dis que j'essaye de rester consciente de ce qui est différent, je pense qu'il y a une différente qualité de quand on parle du piège capitaliste. Je pense qu'il y a un côté apolitique qu'il faut reconnaître et qui est vraiment en lien toujours avec ce piège. Et je ne pense pas qu'on n'est plus dans cette ère qu'on nie les changements climatiques. Peu importe ce que les gens disent, ils savent très bien que nous sommes dans cette ère de conséquences. Tout, cette utilisation grotesque des ressources du monde et toutes les conséquences de cela, des chocs climatiques, c'est ce qui fait que la vie ne soit plus vivable à différents fronts. Et si vous pensez qu'Elon Musk ne sait pas, vous riez. Si vous pensez que Peter Thiel ne le sait pas et J.D. Vance, et la façon dont je comprends où on en est avec le projet, un demi-siècle plus tard, de ce qu'on a appelé la doctrine du choc, c'est vraiment tout comme le capitalisme. Et je pense que euh, ce qu'on voit, le, les nationalistes chrétiens qui veulent arrêter toute l'immigration, on a ensuite la Silicon Valley, où est-ce que aussi ensuite on a tous ces travailleurs formés en Inde. Donc, il y a des personnes qui travaillent autour de la foi, d'autres autour d'une course, autres autour de l'argent. Donc, c'est une façon de survivre. On a besoin de prendre ce qu'on peut pour pouvoir survivre ces chocs que nous, même avons créés. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte, comme ces extrémistes religieux qui pensent que c'est la fin des temps et qu'il va juste avoir un petit groupe de personnes qui vont arriver aux cieux et ceux qui sont en train de créer tout leur royaume ici. C'est là où est-ce qu'on a besoin de répondre et aider les gens à comprendre euh, à quel point leur projet parfois est aveugle et on a besoin de vraiment une solidarité étendue. Et je ne peux pas penser au succès de la droite fasciste sans penser aussi aux échecs de la gauche. Le succès
du fascisme, c'est euh, tout le temps basé sur les connexions et solidarités du côté antifasciste. Et je me sens que je veux pas perdre de vue que ce n'est pas là où est-ce qu'on veut être. Et ce n'est pas une critique de les personnes ici dans ce panel de parler de la droite ou la gauche, mais il faut être plus unis, plus fort, plus stratégique. Donc, je libère un peu ce qui est euh, dans mon esprit et je pense que nous sommes bien au-delà de cette doctrine choc. Je comprends très bien, j'en ai des cauchemars et oui, il faut vraiment aller au-delà. Et vraiment, Hassan est très au courant de ce qui se passe avec les migrants. J'aimerais qu'il nous en parle un peu. Oui, en écoutant Naomi, ce n'est pas tellement ce qui est différent en ce moment, mais je crois qu'on est en train de voir un Sud global beaucoup plus puissant, une multipolarité qui met au défi les États-Unis et l'impérialisme aussi dans lequel le Canada joue un rôle important. Et cette, euh, cette essai de créer cette puissance militaire, certaines personnes euh, pensent, bon, ce qui se passe avec la Chine et l'Inde, ça fait partie de ce que nous faisons face. Et avec cette question de où en est la solidarité, je pense qu'il faut penser pourquoi euh, Trump fait ceci. C'est par rapport au déficit à rapatrier des emplois aux États-Unis. Et sa base, en fait, peut-être mobilisée sur cette question de valeur anti-immigration et pourquoi il attaque le Canada et le Mexique. Il veut renforcer les frontières et il y a une façon dans l'anti-immigration, ceux qui utilisent les drogues, les personnes trans. Donc, tous toutes ces personnes sont visées. Et en cette période aussi post-Covid, et quand on parle des échecs de la gauche, je crois qu'il faut aussi penser, vraiment comprendre qu'est-ce que c'est le racisme, comprendre ce concept. Et si au Canada, le gouvernement de centre-gauche de Trudeau a passé des lois où est-ce qu'on parle de 3000 personnes dont leur permis de travail va expirer à chaque jour. Donc, on parle de 2,3 millions de personnes qui vont devoir quitter le pays. Et ça fait 2 ans, toutes les personnes dans le pays euh, ont quitté pour de nombreux types de crises. Quand on dit qu'il y a un problème de logement, etc., d'emploi. Et je pense qu'il faut juste montrer que le système est capable de rattraper tout cela, mais c'est aussi une mauvaise compréhension de l'immigration et nous savons que les spéculateurs, tout ce qui a créé cette crise, ça fait en sorte que on ne peut pas résister quand l'immigration est mobilisée et divise la classe travailleur. Et bon, il y en a qui pensent que l'individualisme est la réponse. Et ce qui se passe, c'est que quand les gens font face à ces tarifs, euh, on est appelé donc, je vais acheter canadien, on agit en tant qu'individu
quand on dit ton vote compte, chaque dollar compte, met ton nom sur la pétition. Alors, on est confronté à tellement d'individualisme que c'est ensuite parfois un défi quand on parle de collectivité. Je pense que c'est les deux choses, de comprendre la façon dont le racisme a divisé la classe travailleuse. Et ce, c'est- et vraiment, c'est en lien avec notre de survivre collectivement. Et il faut aller au-delà de cette xénophobie et vraiment agir de plus de façon collective. Et donc, on parle beaucoup cette immigration et on sait qu'il y a une diminution, mais ce qui ne diminue pas, c'est on pousse à ce qu'il y ait plus d'extraction de ressources, de minéraux. Et je sais, Mélina, tu veux protéger les terres qui t'ont vu grandir. Et donc, j'aimerais que tu partages un peu plus sur ton expérience et comment ceci s'applique aujourd'hui. Bon, je sens, je parlais à une collègue avant et c'est comme à chaque jour, les choses changent. C'est vraiment comme différentes façons d'exercer le pouvoir. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est vraiment l'utilisation des coups non militaires, mais plutôt des coups administratifs. Donc, cette alliance Trump et Musk, aussi où est-ce qu'il privatise l'intelligence gouvernementale, et je pense que c'est quelque chose qui fait un peu peur. Et où est-ce qu'il y a une perte de contrôle parce que le fait que Elon Musk prenne contrôle de ceci, je pense que ça fait peur pour notre sécurité numérique, pour nous en tant qu'organisateurs. Et c'est autour de cela que j'essaie de travailler. Et quelque chose que j'ai vu aussi dans les réseaux, ce sont ces réactions, mauvaises réactions de Trump par rapport à ce qu'il parle des ministres, gouvernements et tout ce qui a été proposé souvent pour les États-Unis ou l'étranger. Et je ne pense pas que cela nous donne de la sécurité. On veut que le Canada ait une sécurité en énergie. Je ne pense pas qu'on devrait construire un autre pipeline, mais je pense on aurait dû apprendre vraiment de ce budget de 34 milliards pour la construction du pipeline. Où est-ce que le TMX, ce sont évidemment les contribuables qui en payent le prix. Et dans le nord, on continue donc avec l'exploitation du pétrole, des gaz, des ressources. Et je pense qu'il faut être de moins en moins dépendant et ne pas continuer à faire ce qu'on a fait euh, dans les dernières décennies. Et quand on pense vraiment à cette crise climatique autour de tout ce qui est le pétrole, et je pense que c'est une continuation de politiciens qui refusent d'admettre qu'il y a une crise climatique et qui ne prennent pas la responsabilité de faire ce qu'ils doivent faire. J'ai entendu dans la radio l'autre jour, de façon très nonchalante, l'ONU disait, ah, les pays comme le Canada n'ont pas euh, ajouté leur réduction climat. Il reste du temps, mais non, ce n'est pas vrai. Je pense que c'est ça que la continue, on continue à détruire, tout comme Trump.
qui détruit et qui allume de plus en plus les façons de cumuler du pouvoir et la richesse et de pouvoir dominer plus dans le monde. Et je suis concernée parce que ça va être des communautés toutes comme la mienne et plein d'autres avec lesquelles j'ai travaillé qui vont être les plus touchés par ce déni de vouloir arrêter de- d'aller chercher les ressources et on veut évidemment un avenir plus vert, mais il faut vraiment qu'on prenne ces communautés comme des modèles. Et on dirait que la transition est en train d'être enterrée. On voit tout ce cirque dans les nouvelles et on voit pas que on cherche à être vraiment résilient contre la crise climatique. J'aimerais ajouter un peu là-dessus parce que, bon, pour une anecdote, on sait qu'il y a des gens qui ne regardent plus les nouvelles parce qu'ils trouvent que c'est trop et ils sentent que, bon, il n'y a rien à faire. On ne peut pas l'éviter. On ne peut rien faire contre Trump. On ne peut rien faire avec l'augmentation de la xénophobie au Canada. Et bon, puisqu'il n'y a rien qu'on peut faire, je reste tranquille à la maison. Mais on sait que c'est ce qui est recherché, alors que vous, j'aimerais savoir si vous trouvez des moyens de comment éviter ceci, justement, que les gens ne voient pas ceci comme quelque chose d'inévitable. On peut commencer avec toi, Mélina. Moi, Naomi, je pense qu'elle veut parler. Personne ne veut en parler. Bon, c'est une stratégie, n'est-ce pas? Et je pense que c'est important de reconnaître que les gens étaient déjà épuisés avant que Trump soit élu. Je regarde une citation que j'avais de d'il y a de nombreuses années d'un philosophe polonais qui décrivait bon ce qui se passe avec le choc économique imposé à la Pologne après l'échec de l'Union soviétique. Et on, je pense qu'on est dans ces années depuis beaucoup plus longtemps, hein, peut-être depuis que Trump a été élu la première fois. Je ne sais pas où est-ce qu'on veut commencer la comptabilité, mais si on parle de la COVID, de l'Ukraine, des crises climatiques, le ciel qui devient orange, les feux à Los Angeles, le génocide à Gaza. Donc, c'est vraiment une grande quantité d'impact. Et à l'université, je ne pense pas que l'activisme est revenu après la pandémie jusqu'à Gaza. Il y a une grande mobilisation, mais aussi une grande répression, beaucoup de silence, beaucoup d'institutions qui sentaient, bon, peut-être sur ce point, si on ne dit rien, ce sera mieux. Et maintenant, beaucoup de ces personnes qui se sont tues ou euh, ne se retrouvent plus, n'est-ce pas? Et je, je sens que la façon dont les gens voyaient un peu à Gaza, c'est comme si c'était un déjà-vu, n'est-ce pas? Et c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui arrive. Il y a une réparation qui doit avoir lieu. Il y a de la douleur. J'enseigne des étudiants qui se sentent trahis par l'université parce qu'ils se disaient, il y a 2 ans, j'étais dans
ce groupe d'inclusion équité. Maintenant, l'université appelle la police sur moi et alors que je n'ai rien changé, j'essaie juste de me battre contre le racisme. Donc, c'est vous qui avez changé les règles. Donc, je pense qu'il faut comprendre que les gens entrent en ce moment, mais déjà épuisés, ils sont déjà battus pour plein de raisons. Et ce que Hassan disait sur l'échec de comprendre le racisme, c'est très, très vrai. Et je pense qu'aussi la façon comment les gens s'attaquent les uns les autres. Et donc, cette machine de distraction qui est Trump, mais aussi Ford et la façon dont les personnes répondent à Trump. Ils mettent leur cap Capitaine Canada. Ils font en fait la même chose et on doit soigner ce qui est brisé. Et parfois, ça semble impossible quand on est à cette vitesse, mais on voit qu'il y a une tendance, et c'est une tendance que Hassan décrivait, qu'on doit, on a des stratégies qui sont là pour diviser vraiment la classe ouvrière et c'est ce que Trump, l'électorat de Trump cherchait également. Quand on parle de nationalisme aussi, euh, ils voulaient créer cette coalition multiraciale contre les immigrants. Et ce qu'ils cherchent, c'est comment les gens négligés se sentent. Je parlais à quelqu'un qui a travaillé dans les logements sociaux à New York. Il est possible que ces gens votent pour Trump et parce que leur ascenseur n'avait pas été arrangé depuis très longtemps, alors que là, ils peuvent bénéficier de d'avantages. Et cela veut dire que on ne vit pas dans une époque d'une richesse obscène. Et comment est-ce que les gens se préparent à ce moment, comme Elon Musk et Peter Thiel, ils savent très bien que ce n'est pas soutenable. Comme vraiment cette richesse qui a été cumulée par la classe milliardaire, soit la rage va leur arriver. Il faut vraiment trouver une stratégie pour diviser tout le monde. Et c'est terrifiant et c'est de cela dont il s'agit. On doit créer vraiment notre forteresse très rapidement. Il faut voir ces stratégies pour vraiment aller contre ces raisons qui cherchent à nous diviser. On a vu des stratégies anti-autochtones. On voit que la Nouvelle-Zélande, l'Australie viennent pour le Canada. Euh, un déni du génocide et on ne peut pas être pris par surprise. Il faut comprendre que ceci fait partie d'une tendance et c'est vraiment de protéger ce niveau insoutenable vraiment de richesse accumulée. Bon, je sais que je sonne, j'ai l'air très conservatrice avec ça, mais bon. Mais merci pour avoir écouté Steve Bannon. Au nom de nous tous, comme ça, on n'a pas à le faire. Hassan, quelque chose à ajouter? Bon, j'écoutais Mélina et Naomi et je pense que par rapport à ce qui est inévitable, quand on parle des mobilisations contre les génocides, c'est que on voit vraiment ceci qui surgit de plus en plus. Les gens ont appris comment continuer à mobiliser.
Et mon travail est aussi avec des personnes illégales qui n'ont pas un statut légal, en fait, et laissent leur famille et vraiment font tout ce qu'ils peuvent. Et ces personnes travaillent parfois 7 heures par jour et quand même viennent à une des rencontres et essayent de se battre. Et même si tout le pays dit qu'ils sont responsables de la crise du logement et qu'ils volent les emplois, la nourriture, alors qu'ils sont là pour soigner les personnes âgées, pour cultiver. Moi, je vois pas ce sens inévitabilité. Je vois vraiment plutôt un grand pouvoir et je suis totalement d'accord que oui, il y a cette grande crainte parce que nous sommes si près des États-Unis et la crainte dit, bon, tout n'est pas perdu, on a tout en avant de nous et cette, vraiment cette flambée et je pense que ce nationalisme canadien, où est-ce que duquel parlent les personnes, il faut s'organiser de façon collective et s'éloigner plus de ces actions individuelles. Et quand on parlait de voter Kamala Harris ou Donald Trump, et dans nos syndicats aussi ont été pris dans ces conversations, ils se joignent, il y a cette protection, l'idée. Et Trump, vraiment, et il n'est pas pour la mondialisation. Quand on parle du nationalisme, protectionnisme, quand on parle des mouvements de capitaux versus les mouvements de personnes, il faut vraiment créer des espaces pour des rassemblements collectifs. Et la pandémie a vraiment poussé tout le monde à travailler virtuellement et je pense qu'il faut vraiment retourner à être en collectivité, retourner sur les rues. On doit reconstruire ce qu'on a laissé parce que Shopify, le président de Shopify, il veut que, que cela se poursuive, mais on ne veut pas. On n'est pas contre les travailleurs aux États-Unis, on n'est pas contre. On ne veut pas faire mal à qui que ce soit. Ce n'est pas un choix entre prendre les profits de Galen West. C'est vraiment une action collective et des espaces pour cela qui sont nécessaires. Merci beaucoup, Mélina. Il y a tant à dire. Je, je suis vraiment d'accord avec beaucoup ce qu'on a dit. Et on parle aussi de justice pour les personnes qui ont différents types de handicap. Et en cette période post-COVID, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont attrapé cette longue COVID, qui ont des problèmes immuno- immunitaires et tout, plein de choses. Et pour avoir fait cet activisme à long terme, et ensuite, on, ce qui n'était pas disposé à mettre des masques, de prendre des tests, mais essayer de faire des espaces plus sécuritaires. Mais moi, je voulais retourner en communauté parce que cela ne nous rend pas tout le temps en sécurité, parce qu'il n'y a pas une justice en ce sens. Et c'est un point qu'on voulait faire. Et je pense que aussi
On ne peut éviter cette crise de manufacture et les personnes qui organisent ceci depuis longtemps, on, on pense que bon, les combustibles fossiles, ce n'était pas, on ne pouvait pas l'éviter, que les pipelines, on ne pouvait pas l'éviter, mais on a réussi à éviter certaines choses. Il y a eu des changements. Et quand on s'organisait contre certains de ces projets, il y avait vraiment un énorme effet. Et là, on est là où est-ce qu'on voit cette agence d'énergie internationale qui se projette à 2000 milliards d'investissements. C'est euh, dans leur projet donc de combustible et de pétrole. Et ils veulent continuer à pousser cela. Et je pense qu'il faut continuer à parler, ne pas se taire. C'est épuisant pour moi comme personne autochtone. Je ne veux pas être tout le temps en train d'arrêter ce qui est mauvais. Moi, je veux plutôt travailler tout ce qui est bon, revitaliser les langues, tout ce qui me donne de la joie, être avec ma communauté, mais souvent on doit être dans ces lignes de front qui nous mettraient mal à l'aise et on ne veut pas être là, mais on se met là parce que notre corps est vraiment cette ligne entre avec les générations à venir. On doit utiliser nos voix et comme Naomi disait, apporter cette justice de guérison. Et bon, je vais m'arrêter là et je continuerai à la prochaine question. Bon, ça fait un très bon lien avec la prochaine question, en fait. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites quand on parlait de Black Lives Matter. Ça, c'est un mouvement très important, très réel. Donc, les gens parlent de réconciliation économique, quoi que cela veuille dire. Mais quand on parle d'agir, là, il y a des personnes donc qui sont qui ont peur de ce que vraiment toutes ces actions collectives veulent dire. Et vous avez passé beaucoup de temps à être sur le terrain, à être dans la ligne de front de ces différents mouvements. Comment est-ce que les gens peuvent soutenir et arriver en solidarité par ce pouvoir? Mélina, je pense que je peux commencer avec toi. Oui, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec Sacred Earth About It quand on a commencé notre premier projet. Mais il faut parfois même justifier que la philanthropie est importante pour créer ces projets. On parle, on est tout le temps bloqué autour de l'argent et on voit le 0,02% de communautés autochtones et quel est le pourcentage d'autres communautés migrantes. Et c'est si désolant de voir la façon quand on parle d'énergie ou de réconciliation économique, de souveraineté autochtone, et ce qui va rendre les communautés plus résilientes. On peut parler beaucoup de l'action climatique. J'ai vu plus euh, d'action climatique, mais ça a été quand même décevant de voir qu'on essaie tout le temps de créer des communautés plus résilientes, mais c'est difficile quand on a des fonds limités. Alors, ça a été un peu décevant, mais ça n'a pas arrêté les personnes à faire la transition. Parfois, ce qu'on voit aussi avec le gouvernement actuel, c'est les financements pour les communautés autochtones et les programmes d'énergie renouvelable. Les transitions de nos communautés, nous sommes ceux qui tenons les
le plus de ressources renouvelables dans le pays. Les leaders autochtones ont vraiment poussé pour la transition des technologies. Et quand on a, parfois, on sent on n'est pas égalé. C'est quand Noémie parle de ce qui se passe dans les communautés. Et on ne célèbre pas toujours ces histoires. On n'utilise pas ces histoires comme des modèles. Et ce guide de transition, quand on parle que ce sont 10 ans de recherche, et j'espère que j'aurais su tout cela quand j'ai créé mon premier projet il y a 10 ans. Et souvent, on se concentre sur cette inévitabilité. Et quand on veut répondre donc à cette crise climatique, on doit ce qu'on a fait, c'est vraiment mettre les mains à la pâte et reconstruire. Et c'est ce qui m'aide dans ma frustration et mon désespoir par rapport au climat et à la politique. J'aimerais tellement qu'on puisse tous faire partie de ces projets. Hassan. Solidarity. I think the first thing is we have to understand who. Comment donc on crée cette solidarité, il y a beaucoup de choses offusquées. On parle donc vraiment de 3000 permis d'études et travail qui vont être perdus à chaque jour. Et bon, de ces groupes dont je parlais, quelque chose, cette idée de solidarité suggère que ceci arrive à d'autres personnes. Mais quand on pense que c'est une stratégie à laquelle euh, cette classe ouvrière et comment les riches deviennent plus riches, quand on parle que Elon Musk a fait 170 milliards de dollars après l'élection de Trump, c'est vraiment un intérêt. On ne vous demande pas de faire ça en solidarité pour vous, mais vraiment pour survivre et pour que toute l'humanité puisse survivre. Et quand on parle du quoi, je pense qu'il faut parler du différents systèmes économiques, de la façon dont on ne veut pas que on veut proposer une alternative au système économique. Ensuite, quand on parle du comment, c'est s'organiser en tant que travailleur, pas consommateur, en tant que producteur de richesse. Et on peut vraiment bloquer le flux de capital. Et ensuite, on peut être en solidarité avec la classe ouvrière aux États-Unis et dans le Sud global. Et je pense que ce sont les choses dont pas, je penserai en solidarité. Ce sont de très bonnes solutions. Naomi, tu as quelque chose à ajouter? Oui, une chose est, qui donne beaucoup d'espoir, c'est que il y a eu d'autres grands chocs et des crises avant, mais quand on pense, bon, qu'est-ce qu'on veut à la place? Quand on a lancé il y a 10 ans les manifestes qui étaient ce nouveau projet vert, 60 organisations ensemble, partageant une vision d'un oui, et je me souviens à quel point on était un peu rouillés à faire autre que juste se rassembler et dire non à quelque chose. Donc, ça a été des mouvements mondiaux. Il y a, si vous vous souvenez, il y avait Harper
Et comment est-ce qu'ensemble, on a créé cette coalition, mais nous étions des bébés, on ne savait même pas comment le faire. Et on a développé ces habiletés. J'ai été impressionnée combien de personnes établissent des politiques et disent voici ce qu'on va faire maintenant. Hassan a fait ça. Melina travaille, le travail de Melina. Je ne pense pas que les fondations vont pouvoir soutenir ceci éternellement, mais les communautés autochtones ont été poussées dans des situations où est-ce qu'ils doivent être de plus en plus en train d'extraire des ressources qui polluent. Et quand on arrive avec des alternatives qui sont appelées, peut-être on peut mettre le lien. Donc, ces 12 idées radicales pour lutter contre les tarifs, comment réparer l'économie. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au lieu de juste construire des pipelines pour un produit que le monde ne semble plus vouloir. Ça prend très longtemps construire un pipeline et même la Chine commence à se retirer de ce genre de ressources. Et les États-Unis gagnent des deux côtés parce que ces mêmes entreprises gagnent chez elles et ensuite viennent au Canada pour extraire les ressources. Donc, on a ce côté gagnant-gagnant pour elles des deux côtés de la frontière. Et je ne sais pas, il y a une question qu'on puisse vraiment aller contre ce patriotisme. Je pense pas qu'on lutte le national contre le hyper-nationaliste. Je pense qu'on ne pourra jamais battre les Américains sur ce jeu du patriotisme, mais il y a plein de choses dont on peut être fier en tant que Canadien. Pas parce qu'il y a le Capitaine Canada, mais vraiment tout ce on a réussi. Et peut-être notre système de santé a été ravageant, mais j'aime mieux avoir notre système que le leur. Mais je défendrai encore l'idée d'une de soins de santé universels tous les jours, du point de vue que ces politiques sont une expression de nos valeurs, qu'on ne va jamais refuser donner des soins à quelqu'un et que je pense qu'il faut élargir ce genre de valeurs sur d'autres aspects de notre vie. Et je crois que c'est un moment difficile pour prendre tous ces points qui nous font différents des États-Unis. Et c'est notre lutte collective parce qu'après de nombreuses décennies de néolibéralisme, Léo, je suis épuisée, désolée. Je vois une énorme constellation de oui qui viennent de différentes organisations, des gens qui savent quelle est l'alternative et ce n'est pas plus de pipeline, plus d'extraction. Mais aussi, je pense qu'il faut être réaliste. Comme je dirais, ils savent comment se préparer. Et ce qu'ils essaient de voir, c'est ce dont ils ont besoin dans leur bunker. Et quand Trump parle de nos terres vertes, de notre eau, il est en train de parler pour se préparer. Donc, il est en train de dire comme s'il imagine que euh, à l'avenir, est-ce qu'il pourrait simplement prendre tout ce dont il a besoin, ouvrir le robinet. Et quand on parle de minéraux essentiels, de l'eau, je pense qu'il est urgent de penser que ceci est différent. On a les idées, mais si on va se battre, il faut être beaucoup plus fort que ce que nous
comme maintenant être plus unis. Rappelez-vous du convoi des camionneurs et comment est-ce qu'ils ont mis l'économie canadienne à leurs pieds et ils ont vraiment montré que c'est possible de le faire. Je pense que nous allons devoir investir sur la coalition d'une façon dont on l'a fait depuis longtemps et notre expérience, nous avons tous fait partie de ces différentes coalitions dans le passé, c'est de vouloir ramener les personnes. Mais si nous ne sommes pas investis dans cette collectivité, chacun va retourner dans son coin de nouveau. On va se sentir faible de nouveau. Donc, je ne sais pas exactement comment cela pourrait se faire. Est-ce que ce sont des organisations mhm, avec adhésion? Mais on ne peut pas faire ceci sans cela. Je pense que il faut penser à cela. Comment est-ce qu'on se rassemble et comment est-ce qu'on reste ensemble et qu'on ne s'éloigne pas de nous. Et je pense que ça va être vraiment très important. Beaucoup a été dit ce soir et j'apprécie énormément que vous ayez partagé votre temps et vos idées. Je me sens plus optimiste que je me sentais il y a une heure. Je sais qu'il y a beaucoup de questions et j'apprécie toutes les personnes, presque 700 personnes sur Zoom, d'autres personnes qui regardent en direct par d'autres moyens. Je pense que quand les temps sont difficiles, il est quand même possible de créer des relations les uns avec les autres, même si nous sommes un peu tombés dans des mauvaises habitudes. Donc, merci à tout le monde de vous être joints à nous pour cette conversation. Quelques mots pour conclure. J'aimerais encourager toutes les personnes qui ont fait partie de cet appel d'être courageux, de vraiment aller de l'avant. Nous sommes souvent, on se sent souvent que notre opinion n'est pas importante ou elle est trop radicale, mais quoi que ce soit, parler. J'ai quelques suggestions. Si vous ne savez pas par où commencer, je vais mettre les liens dans le clavardage. 350 Canada encourage les gens à partager leurs histoires euh, euh, toute histoire qu'ils aient vécue par rapport au climat. Le Migrants Right Network ont une campagne appelée Rights Not Caught. Aussi, ils encouragent à raconter votre histoire. Et Pledge for Canada, c'est un espace de coalition. Ils ont une journée d'action pour lutter contre les tarifs et aller vers des solutions progressistes. Donc, si vous n'avez pas signé, je vous encourage. Donc, je vous encourage à suivre ces organisations. Et c'est une continuation d'une longue lutte et il faut prendre soin les uns des autres. Donc, plus on coordine nos mouvements, nos groupes, nos voisinages, je vous encourage à continuer à- avec cette résilience et conversation. Merci à Mélina Hassan Naomi. Merci à tout le monde pour vos partages et vous allez entendre de nous de nouveau à l'avenir. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci tout le monde. Est-ce que c'est fini? On dit au revoir. The recording has stopped. Lauren, I think we're good. Yeah, that flew. We ended actually 2 minutes early, which is so rare. I had
had one more point to make, but I was like, how do I bring this in where it makes sense? What were you gonna say? Mm-hmm. I wanted to rant on the moratorium that no one seems to have cared about, of the massive impact that it made on Alberta and our ability to address the climate crisis, which lost close words up to $33 billion for Alberta. When the moratorium happened, there's like research that's been done that shows that 44% of the renewables Wait, that I think we're still on. It's some think we people are are too. saying Yes, Oh,